Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Merci de me laisser cet espace de parole. Alors je vais peut-être commencer par me présenter. Donc je suis partenaire chez Mazars. J'ai 40 ans, je suis papa de 3 enfants et je suis très heureux. Je vous dis ça parce que j'ai commencé comme vous vers 23 ans. J'ai arrêté mes études et j'ai été DAF d'une structure associative. Alors une association, une start-up, c'est pas du tout la même chose. Sauf que moi à l'époque, j'avais la sensation de répondre au sens, à un sens assez important. J'ai mis en place un festival de musique qui s'appelle Solides, donc que vous connaissez peut-être. Et donc du coup, j'étais dans cette espèce d'engouement de jeunesse où on était une vingtaine à porter un festival qui allait accueillir 45 000 personnes 6 mois après. Alors je vous parle de ça parce que finalement, cet événement a marqué ma vie, et en tout cas ma vie professionnelle, puisque depuis que je suis donc expert comptable diplômé, parce qu'à un moment donné il a fallu être sérieux, en tout cas dans mon référentiel, il fallait à un moment donné que je termine mes études et que je devienne expert comptable. Donc c'est là où j'ai intégré Mazars et que j'ai fait la suite de mon parcours professionnel. Mais j'ai toujours gardé en tête ce côté, un projet, ça ne se vit pas tout seul, ça prend du sens, il faut emmener une équipe. Et ce que j'ai appris de manière individuelle, j'ai essayé après de le transmettre au niveau de mes clients. Alors déjà au niveau de mes équipes, et puis ensuite au niveau de mes clients. Et donc ça m'a permis en fait, tout au long de ces 15 dernières années, d'accompagner la transformation de direction financière. Alors principalement dans un premier temps sur des structures type société d'assurance ou bancaire. Et aujourd'hui je suis plutôt concentré sur l'industrie service. Et j'interviens dans des directions financières type SNCF, Veolia, Engie, La Poste, enfin voilà, il y en a plein. Pourquoi en fait aujourd'hui on parle beaucoup de transformation dans ces structures et pourquoi il peut y avoir des liens forts ou en tout cas des points de convergence entre ça n'a pas marché. Des points de convergence entre les startups et les grands groupes, c'est parce que finalement aujourd'hui on est tous dans un contexte où tout va plus vite. Tout va plus vite parce que technologiquement on a des capacités de calcul ou des capacités de stockage qui nous sont données, nous, utilisateurs, consommateurs. Et ça, c'est bien, parce que ça nous permet aussi, nous, en tant que consommateurs, d'avoir des nouveaux business models. Si je prends l'exemple du taxi, hier, je prenais un taxi, aujourd'hui, je prends un Uber, demain, je prendrai sans doute une voiture autonome ou un robot taxi. Voilà. Ces nouveaux business models, ils sont aussi l'idée, par vous, les startups, dans le sens où si on prend il y a une quinzaine d'années, les startups étaient plutôt incubées dans des stratégies d'open innovation dans les grandes entreprises. Donc quelque part, il y avait une externalisation de l'innovation par les startups pour les grands groupes. Et puis ensuite, il y avait les startups intégraient ou pas ces grands groupes. Et en tout cas, les grands groupes restaient à la main de cette innovation. Est-ce que je le mets sur le marché ou pas ? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les financements ou même votre capacité à aller chercher du financement, les startups aujourd'hui sont beaucoup plus autonomes et donc deviennent une concurrence directement finalement les grands groupes. Et donc ça, ce sujet des nouveaux business qui sont à la fois offerts aux consommateurs mais qui entraînent aussi finalement une concurrence aux grands groupes est très important dans la façon dont aujourd'hui les DAF voient leur structure, parce qu'ils se disent bien que ce nouveau prisme, ce nouveau monde économique va sans doute avoir un impact sur leur capacité à avoir une fonction support avec des coûts assez rationalisés. Alors, je ne sais pas si je suis trop rapide dans le développement, mais en gros, ils ont bien en tête qu'aujourd'hui, ils sont dans des structures avec beaucoup de frais généraux et qu'il y a des structures qui arrivent finalement à avoir une structure de coût beaucoup plus faible, parce que beaucoup plus jeune, et donc du coup, sur une comparaison fonction support, du coup, les grands groupes sont plutôt un peu à la traîne par rapport à ces structures émergentes. Et puis le troisième élément de contexte, c'est que à un moment donné, les gens ont envie d'arrêter de travailler pour faire des trucs complètement inutiles et un peu embêtantes, quoi. Donc ça, c'est l'attractivité quelque part, l'attractivité de notre métier, du métier de la finance, qui aujourd'hui fait que les grands groupes se posent des questions existentielles sur comment faire en sorte d'attirer la personne, le talent, dans sa structure, plutôt que cette personne aille monter sa propre boîte ou aille finalement faire ses premières mains dans une start-up. Donc voilà, ça on va dire que c'est les grands points convergents, parce que finalement quand on regarde, vous contribuez largement à ces différents points, c'est-à-dire que
vous utilisez principalement les nouvelles technologies, enfin en tout cas une bonne base de votre métier est basée là-dessus. Vous êtes a priori plutôt sur des business émergents. Et en termes d'organisation, vos structures sont des exemples de comment on peut travailler aujourd'hui de manière plus agile, plus fluide, et en tout cas peut-être de manière plus fun. Ça appelle à commentaire, ça, ce que je vous dis là. Bon, je vais passer vite, parce qu'en fait, le principal thème, c'est quand même qu'on parle un peu de transformation et comment on arrive à monter en puissance assez rapidement. Je vous laisserai lire ces 2-3 slides. Peut-être juste, ouais, avant de commencer, là je vous ai repris toutes les structures de la French Tech qui ont aujourd'hui un business model qui est plutôt orienté fonction finance. Donc voilà, donc celles qui sont entourées en rouge et gris, là, à l'intérieur gris, là ce sont des sociétés qui ont plutôt une approche innovante pour les DAF, qui sont aujourd'hui retenues dans le panel des sociétés qui peuvent être en lien avec les grands groupes. Toutes les autres, là-dessus, donc vous avez les ovales là, qui permettent de regrouper l'ensemble des fonctions. Bon, vous avez des acteurs qui sont assez connus, mais qui sont plutôt dans du business model du passé. Alors, tac. Ouais, donc en amont de la transformation, aujourd'hui, il y a 4 grands thèmes qui sont suivis par a priori tous les DAF. Le Big Data, le Business Intelligence que vous devez utiliser de manière assez forte. Si ce n'est pas au niveau de la fonction finance, a priori dans votre structure, vous l'utilisez. Toutes les solutions de robotisation, donc c'est le fait d'utiliser une application informatique qui va remplacer les traitements qui sont aujourd'hui réalisés manuellement. Donc on va être sur toutes les transactions qui sont réalisées par les comptables, les contrôleurs de gestion, que ce soit sur du fichier Excel, dans un ERP, etc. Tous les sujets d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui plutôt positionnés sur du métier mais qu'on essaye d'intégrer au niveau de la finance. Et puis le cloud qui transforme la façon de travailler. Bon, on rentre dans le cœur du sujet, cette fois-ci c'est sûr. Hop. Pour faire, à mon sens, pour faire monter en puissance une DAF, on a besoin de 3 axes. Ou en tout cas, on peut jouer sur 3 axes. Soit le process, donc l'ensemble des processus métier finance, soit les outils, on s'équipe et on fait en sorte d'aller sur une automatisation quasiment à 100%, et puis les ressources. Alors les ressources, il y a le sujet des compétences, mais il y a aussi le sujet de est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je l'externalise, est-ce que je le sous-traite. Donc on va aborder chacun de ces points. Alors sur la partie outils ou process, il faut toujours se poser la question de finalement quel est le bon chemin. Pour faire monter en puissance sa DAF, il faut se poser la question de est-ce que la majorité de mes problématiques sont plutôt liées à du process ou est-ce que c'est plutôt lié à des problèmes d'outils. Une fois qu'on a répondu à cette première question, ça permet finalement de se poser la question de est-ce que je vais réorganiser l'ensemble de mes process, donc est-ce que j'ai déjà un travail sur mes processus et je travaille avec mon équipe pour que ces problématiques soient résolues. Donc là après on va avoir toutes les méthodes de lean management, de shuttle qui sont des outils qui peuvent vous aider à structurer finalement cette réorganisation. Ou sinon on prend la voie de l'automatisation dans le sens où on peut très bien se dire voilà mes processus étaient viables parce que finalement la structure, la DAF a grandi en même temps que la structure, donc mes processus étaient valables jusqu'à aujourd'hui, mais si jamais je dois me positionner sur une organisation cible, à ce moment-là, il vaut mieux faire table rase et je vais directement sur un outil et je vais faire en sorte que l'outil soit directement performant. À l'intérieur de cet outil, soit on va vers du logiciel classique, que vous allez pouvoir avoir sur le marché, du Sage, du CJ, de la compta, du contrôle de gestion, etc. Soit on peut s'orienter sur des outils type macro, Excel, Visual Basic Automation, donc un petit peu de code. Je parle de ça parce que souvent vous pouvez avoir à disposition dans votre entreprise des codeurs qui peuvent peut-être mettre un peu de temps à votre disposition. Et puis sinon après vous pouvez prendre un truc peut-être un peu plus lourd, mais il faut quand même que vous ayez un système d'information déjà un peu stable. Et là on serait sur du Robotic Process Automation, donc les fameux robots dont on parlait juste avant. Donc la première étape, si on se focalise sur
sur les processus, à mon sens, ce qu'il faut faire, c'est identifier les processus qui sont prioritaires en termes de réorganisation ou d'automatisation. Si on essaye sur deux axes de juger du volume et de la réplicabilité, on arrive à positionner finalement les flux de manière assez simple. On se dit, dès qu'il y a du volume et dès que c'est réplicable, on va être plutôt sur les flux qui vont être en lien avec les tiers, donc mes clients, mes fournisseurs. En deçà, on peut avoir les flux de trésorerie, même si quelque part, vous pouvez avoir presque autant de flux de trésorerie que de flux de clients ou flux d'achat. Après, ce qui va être faiblement réplicable, on va être sur tout ce qui va être budget, financement. Et ensuite, on va être sur tout ce qui est fortement réplicable, mais avec un faible volume, plutôt sur le suivi des KPI, puisque une fois que la structure des KPI est mise en place, il y a quand même un travail à réaliser au quotidien, ou mensuellement, ou trimestriellement, pour mettre à jour ces KPI, si jamais on n'est pas outillé. Et puis après, on a tout le sujet de la paye et du personnel. À chaque fois, il faut se poser la question, quand on regarde le processus, quel est finalement le rapport coût-qualité-délai? Est-ce que j'ai besoin d'investir ou pas dans cette réorganisation? Et est-ce que cette réorganisation va me permettre finalement de réduire un de ces axes? Si la réponse est non, à ce moment-là, allez directement à l'étape 2, c'est-à-dire l'outil. Ce qui est sûr, c'est que si vous allez à l'outil, il va falloir quand même passer à un moment donné sur la formalisation des processus. Et souvent, quand je discute avec quelques-uns d'entre vous, on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps de mettre en place des procédures, des modes opératoires, parce que finalement, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le budget. La priorité, c'est le financement. La priorité, c'est d'assurer que le carnet de commandes, tel qu'il a été vendu, il se traduit bien dans les comptes. Et ça, on le comprend bien. Mais si vous souhaitez finalement faire monter en puissance votre organisation, vous allez être obligé à un moment donné de passer par ça, la formalisation de vos processus. Et quand on parle de formalisation de processus, on peut aller très loin. Alors après, l'objectif, c'est pas du tout de faire des modes opératoires et des procédures de 50 pages. Mais juste se dire, voilà, quand je formalise mes processus, je m'assure d'avoir une cartographie qui fait le lien entre les systèmes applicatifs et les processus métiers. Je fais 2-3 procédures, en tout cas j'écris les règles de gestion, je fais 2-3 modes opératoires pour essayer d'identifier finalement quelles sont les étapes clés dans la relation entre le processus et l'outil. Un plan de charge, ça c'est important, donc identifier finalement le temps qu'on passe par processus, les indicateurs, les KPI, et puis forcément les règles de gestion. Le fait de se poser ces questions, déjà, ça permet de structurer un petit peu votre organisation. Et ça, c'est valable sur chacun de ces flux. Ça, c'est sur la partie processus. Après, on va avoir le sujet des outils. Sur le sujet des outils, à mon sens, il y a un arbitrage qui peut être réalisé avec deux axes. Soit on regarde le côté finance, combien ça me coûte. Et donc là, on voit que la solution la plus économique et que vous devez tous utiliser, c'est Excel. Et souvent, on voit que vous utilisez beaucoup Excel. Après, ce que vous pouvez faire, c'est passer sur du logiciel standard sur le marché, donc que vous pouvez presque aller acheter à la Fnac. Là, déjà, on voit une première difficulté, c'est que souvent, ce logiciel, il va être complètement indépendant. C'est-à-dire que même si on est une start-up et que normalement, une des règles, c'est de pouvoir travailler tous ensemble, éviter les silos, etc. Là, on s'aperçoit déjà que le logiciel comptable, il peut être déconnecté finalement de l'application métier, qui est finalement le cœur du métier de la start-up. Et donc, faire développer une interface, ça peut être compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous rencontrez, mais souvent, quand on parle logiciel comptable, souvent on nous dit, en tout cas les gens que je rencontre, ils peuvent me dire, voilà, moi il me faudrait plutôt un ERP qui soit directement connecté, mais oui, on peut faire ça. Mais déjà, si on travaille sur l'interface entre l'existant et le métier, déjà c'est déjà finalement un jalon de passé. Et puis après, vous pouvez jouer aussi avec du robot, du RPA, de l'intelligence artificielle, voire de la blockchain. Alors j'ai été contacté là, par une start-up il y a 2-3 mois qui était en train de lever des fonds, donc elle était à sa 3e levée de fonds. Et elle me dit, ah non mais attends, c'est super, moi je vais mettre toute ma compta sur blockchain, c'est top, on va faire le transactionnel métier sur la blockchain, et puis derrière on va pouvoir caler toute la partie comptable, etc. Je lui dis, oui, enfin moi je veux bien, moi j'aurais été ravi de les accompagner là-dessus, mais en termes de priorité, de développement, de scalabilité, etc., à mon avis,
sur la compta, sur la finance, etc., on n'est pas obligé finalement d'avoir beaucoup d'investissements pour avoir quelque chose de sécurisé. Donc c'est bien quelque part de se faire plaisir avec des nouvelles technologies. Sur la partie finance, déjà on sécurise, donc logiciel comptable ERP, et puis après, à mon sens, on peut aller sur la robotisation ou l'intelligence artificielle. Après, il y a un autre angle qu'on peut avoir sur le choix de la solution, c'est tout simplement savoir ce qu'ont envie finalement votre équipe. Est-ce qu'ils ont envie de travailler avec quelque chose qui finalement est assez standard mais qui fonctionne, ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir quelque chose d'un peu plus évolué sur lequel ils vont nécessairement avoir une implication beaucoup plus forte. Pour les users, ce qu'il y a d'important, c'est justement de rechercher cette harmonisation des process, voire pouvoir obtenir de la création de valeur. Et puis, il y a le côté attractif, c'est-à-dire que c'est toujours plus sympa d'être dans une boîte qui, dans tous ses services, est plutôt high-tech. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, tous vos collaborateurs sont contents de travailler avec les outils dont ils disposent. De temps en temps, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un écart entre les personnes qui sont finalement dans la finance et puis le bureau d'à côté où il y a les super data scientists, les super développeurs qui ont le truc high-tech. Mais voilà, donc ça c'est sur la partie choix de la solution. Et puis on va avoir sur la partie ressources, alors je ne vous ai pas fait de slide sur la partie compétences, bien évidemment la clé de vos ressources c'est vos compétences, enfin vos compétences et celles de vos équipes, donc savoir vous entourer, etc. Bien évidemment c'est le critère à avoir pour pouvoir faire monter en puissance votre DAF. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas 2, 3, 4 personnes qui peuvent absorber les centaines de milliers de clients que vous allez pouvoir avoir, etc. Donc on peut se poser la question de est-ce que je sous-traite ou pas? Est-ce que je reste finalement sur une organisation interne qui va gérer tout le transactionnel? Et là, je vous ai positionné quelques critères donc, qui peuvent être pris pour la partie motivation, enjeu. C'est-à-dire que si vous avez des enjeux de croissance internationale, si vous avez des motivations financières fortes, si vous souhaitez industrialiser vos processus, si vous voulez transférer les process à tâches répétitives avec forte volumétrie pour vous décharger justement de tout ce volume, ou si tout simplement vous voulez améliorer la qualité, ça c'est un équilibre à avoir, c'est justement, si vous cochez beaucoup de cases là-dessus, là vous pouvez vous dire que ça peut être intéressant potentiellement de sous-traiter. Et après il faut bien que vous réfléchissiez à comment vous réalisez cette sous-traitance, donc le lieu d'implantation. Est-ce que je fais quelque chose d'assez local, finalement proche du bureau, ou est-ce que je vais un peu plus loin? Comment j'organise justement cette sous-traitance? Est-ce qu'il y a une rigidité ou pas contractuelle? Et puis aussi la culture d'entreprise, parce que on peut avoir par exemple une start-up qui fonctionne bien avec un rythme assez soutenu, et puis choisir un expert comptable ou une autre structure qui est un peu vieillissante et qui n'accepte pas de répondre au téléphone le samedi, ça peut être un peu embêtant. Et puis bien sûr tout le sujet de la volumétrie des opérations. Quelque part, sous-traiter, ça ne veut pas dire renvoyer la non-productivité ou la non-efficacité plutôt à son sous-traitant. C'est plutôt justement le choisir pour les outils qu'il pourrait vous apporter et que vous pourriez intégrer plus tard. Je vous ai mis un petit modèle de coût d'un dossier d'externalisation, si jamais ça vous intéresse. L'idée, c'est de se dire que de toute façon, tout ça n'est pas gratuit. C'est-à-dire que l'implémentation d'un dossier en externalisation, quel que soit le processus, c'est un investissement pour votre sous-traitant. Et donc cet investissement, quelque part, après, il va le lisser sur la durée du contrat. Donc c'est quelque chose à avoir parce que souvent, on a du mal à comprendre comment on arrive à passer comment est structuré le prix de vente, la marge du prestataire, etc. Donc voilà un petit chemin là-dessus. Je vous ai mis des petits points d'attention, mais ça vous pourrez le lier ensemble. Enfin plus tard, pardon. Et puis je vous ai fait une dernière slide pour étayer les propos sur comment organiser la scalabilité. Donc là on va être vraiment sur quelque chose qui peut être classique pour toutes les entreprises. La première étape, c'est vraiment d'emmener l'équipe, donc d'apporter finalement du savoir, de la formation. Et donc là, il peut y avoir deux grandes étapes, de l'acculturation, donc faire en sorte d'aller récupérer le comptable, de le prendre par la main et de lui dire, voilà, aujourd'hui on est là, demain j'aimerais qu'on soit beaucoup plus haut. Comment on peut faire? Réfléchir ensemble, donc tous les processus d'idéation,
benchmarking. Après, vous allez être obligé de passer par des études de faisabilité. Vous pouvez vous lancer sur un projet sans essayer de déterminer un business case, un ROI. Alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit votre mentalité ou votre culture, mais c'est toujours bien finalement d'avoir une vision 360 de l'ensemble des processus de la DAF pour pouvoir justement prioriser et puis essayer de voir finalement, je peux perdre peut-être un peu d'argent sur tel processus, mais ça va tellement m'en faire gagner plus tard sur les autres qu'une étude de faisabilité globale, ça peut être sympa. L'implémentation, il ne faut pas se priver de faire des expérimentations avant de se lancer dans un projet. On sait tous que les expérimentations aujourd'hui, ça peut être un bon point d'entrée pour entrer dans une structure. Donc c'est aussi un bon levier pour pouvoir, avoir des négociations avec vos éditeurs informatiques, puisque le POC peut être la promesse finalement d'avoir un contrat futur pour lui. Et puis après, la mise en œuvre au sein de la DAF, ça nécessite une conduite du changement dans l'entreprise. Et start-up ou grande entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler d'une certaine manière et qu'on demande finalement à des personnes de s'organiser différemment, vous pouvez être sûr que la conduite du changement va être forte. Et ça, vous allez le vivre en tant que start-up. Alors là, j'ai été assez rapide parce que l'idée, c'est plutôt qu'on échange et que je puisse répondre à vos questions. Là, on a été très focalisé sur tout ce qui est organisation, etc. Je suis venu avec Stéphanie Latombe, qui s'occupe aussi des financements. Donc si jamais vous souhaitez déborder aussi sur la partie financement, Stéphanie pourra aussi répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà tout ça, ça vous parle? Est-ce que ça fait écho par rapport à des choses que vous vivez au quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui, la montée en puissance de votre DAF, c'est une problématique que vous rencontrez? Perso, dans ma boîte, c'est pour l'instant, ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais c'est plutôt déjà gérer le feu quotidien, quoi. Et, quand j'entends une réflexion sur les processus, mise en place de processus, oui, je me dis toujours, il faut que je me pose pour réfléchir sur ce genre de processus avec une équipe très restreinte. Mais c'est vrai que tout ça, c'est compliqué quand on est dans un environnement où il faut aller super vite et pas vraiment le temps de se poser, quoi. Mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu fais à la fois du transactionnel, c'est-à-dire que tu vas gérer, je schématise, tu vas gérer à la fois les factures fournisseurs et en même temps tu vas t'occuper du financement, du budget, etc. Ou comment tu es organisé en fait? Ouais, c'est ça en fait. J'ai une office manager qui m'aide sur la partie un peu facture, sur le transactionnel. Mais il faut gérer effectivement le budget, la recherche de financement. Il faut gérer tous ces processus, même si on est accompagné par des experts comptables, qui font que, à ce stade, avec si peu de ressources, on a tous envie de se poser sur cette réflexion, mais c'est compliqué vraiment de se dégager du temps pour envisager tout ça, alors que c'est nécessaire. Hein. Et donc là on parle je sais pas, on va parler de toi, de ta structure, mais tu gères combien, quel est ton volume en fait en transactionnel sur les factures fournisseurs Factures fournisseurs, je sais pas, ça doit être environ 300, 350. Facture client, c'est actuellement plus de 2000 par mois, je sais pas, par mois. Donc même si sur le côté client c'est très automatisé, ça demande quand même du support finalement qui consomme pas mal de temps. Okay. Parce que alors on va parler concret, hein. Si on parle de 300 factures fournisseurs, là aujourd'hui il y a des outils type Use qui fait de la dématérialisation, donc tu as un scan, tu passes ta facture, ça peut aller jusqu'à la comptabilité. Alors après je suis d'accord avec toi, le paramétrage il faut le faire. Le paramétrage il faut le faire. Et puis, moi je sais pas comment sont organisés les autres, mais moi je suis aidé d'un cabinet d'experts comptables qui utilise Sage, qui a sa propre version de Sage. Je suis à peine d'avoir accès à Sage. Donc finalement les silos ils sont encore hyper importants de notre côté. Et quand tu parles du logiciel comptable qui est souvent décalé par rapport aux outils des autres, des fonctions métiers, moi je le vis au quotidien ça finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas simple à gérer. Non, mais c'est exactement ça. C'est comment faire en sorte finalement de casser le silo, quoi. Comment faire en sorte d'aller expliquer à l'ensemble de la structure que structurer la partie financière, c'est tout aussi important que d'aller chercher du financement,
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie conduite du changement par rapport à ça. Et ça, quelque part, c'est vous qui l'incarnez. Enfin, c'est vous, c'est les équipes qui sont en dessous. Cette capacité à dire, bah voilà, même si on est sur des factures fournisseurs, on ne peut pas faire n'importe quoi, enfin, il y a des engagements à respecter, etc. D'autant plus qu'on est dans des structures où le sens est important. C'est-à-dire que vous êtes généralement tous guidés par un projet, l'envie d'aboutir rapidement, etc. Cette course à l'efficacité, ou cette course finalement au succès, la DAF est un des critères de ce succès. Hein. C'est-à-dire que, alors bien sûr, si le projet il est super et vous avez un super business model, c'est pas la DAF qui va arrêter le succès, hein. On est d'accord. Par contre, c'est ce qui peut peut-être bloquer la montée en puissance. Et là, tu parles de 2000 tu parlais de combien de clients? 2000? Non, c'est un peu moins que ça, parce que clients qui ont plusieurs factures, mais c'est environ 2000 factures. Donc là, tu as 2000 clients. Admettons que tu as un boom, tu multiplies par 2 ton chiffre d'affaires. Ah, c'est le but. Non, mais c'est ça, c'est le but. Donc du coup, tu vas avoir 4000 clients. Ça veut dire que tes 4000 factures, il va falloir que tu les gères avec toujours tes 2-3 ressources. Ouais. Et puis à un moment donné, c'est bien parce qu'on gère la facture, donc c'est parti, quoi. Après, il va y avoir le problème du recouvrement. Le recouvrement, une fois que tu es dans cette étape-là, t'es déjà mort finalement, parce que tes clients ne te payent pas. Enfin, si jamais tu es dans cette démarche. C'est ça. Tes clients ne te payent pas, tu es obligé de les relancer, tu passes un temps fou là-dessus. Et quelque part, et c'est en ça où je dis, on se pose, on réfléchit à ce qui est prioritaire, là où finalement je vais avoir mes flux qui vont grossir de manière assez significative. Et c'est là où on peut prendre les bonnes décisions. Appeler une société de recouvrement quand tu es dans le rush, c'est le meilleur moyen pour payer super cher, quoi. Si jamais tu les récupères justement dans un projet, dans une étape d'expérimentation, où tu les appelles en disant, bon, voilà, et c'est ce que font certaines, hein, c'est-à-dire que les startups qui m'appellent aujourd'hui, quand elles m'appellent, alors je ne peux pas dire ça aujourd'hui, mais enfin si je veux le dire quand même, mais aujourd'hui, moi je ne fais pas payer mes prestations. C'est pas possible, on est plutôt dans une démarche de partenariat, c'est-à-dire que je donne quelques conseils, je vais faire 2-3 slides. Aujourd'hui, vous avez cette force-là quand vous êtes en mode startup, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à aller chercher du prestataire comptable, finance, administratif, et lui dire, bah voilà, il y a la promesse que potentiellement je vais devenir une grosse structure, et donc du coup, si jamais tu m'accompagnes aujourd'hui, eh ben demain je resterai avec toi. Enfin, et le sujet du recouvrement, c'est quelque chose, c'est systématique dans toutes les discussions que je peux avoir, quoi. À un moment donné, quand on explose, bah voilà, on est content à la fin du mois, on a fait notre facturation, mais en fait c'est rien, parce que derrière il y a tous les problèmes qui arrivent au niveau du recouvrement, il y a tous les sujets si on repart par là, après il y a tellement d'énergie pour aller récupérer du financement, et après quand l'activité est lancée, qu'on n'arrive pas à récupérer le cash, c'est super frustrant, quoi. Ah, vas-y. Un point un peu sur la sous-traitance. En fait, j'ai l'impression que quand tu construis une startup, du coup, tu n'es pas nombreux au début, donc tu externalises un maximum de ta fonction finance, hein, notamment ta personne, ta finance de ton équipe. Et quand tu commences à grossir, en fait, tu vas rentrer dans une phase d'internalisation de ta fonction finance. Ma question, c'est, à partir du moment où, justement, dans les problématiques que tu as sur des grosses boîtes, qu'est-ce que tu réexternalises derrière? Tu vois, tu as un peu ce cycle où tu pars en externalisant, tu commences à internaliser, et après, à quel moment est-ce que tu réexternalises et qu'est-ce que tu réexternalises comme fonction? Alors, ce que tu externalises, ça va être plutôt tout ce qui va être du volume, tout ce qui est lié au volume. Donc, principalement, ça va être tout ce qui va être les tiers, toute la partie comptabilité auxiliaire. Après, de manière pragmatique, on essaye de ne pas envoyer chez un tiers tout ce qui a de la valeur. Donc, tout ce qui est trésorerie, on essaie de le garder pour soi. Tout ce qui est actif, on essaie de le garder pour soi. Voilà, en gros, les grandes lignes. Aujourd'hui, la tendance, elle est d'arrêter, alors dans les grands groupes, elle est d'arrêter l'externalisation. C'est-à-dire que soit on va faire du CSP, si on refait l'histoire par rapport au CSP, en même temps que la mise en place des ERP dans les années 90, une fois que les processus ont été mis en place, l'organisation s'est adaptée, elle a mis en place des CSP, parce que c'était facile finalement de pouvoir détourer la partie fournisseur, détourer la partie client, etc. Aujourd'hui, les grands groupes qui ont envoyé finalement leur flux à l'international s'aperçoivent que il peut y avoir des décalages de compréhension, que les ajustements réglementaires, tout ça ne sont pas forcément à jour.
et donc ça peut avoir des conséquences. Et le fait finalement d'avoir de la promesse en termes de nouvelles technologies de gains rapides, il y a des questions qui se posent sur l'internalisation des CSP qui ont été faits à l'étranger. Et ça, c'est une tendance que je constate en fait de plus en plus. C'est-à-dire que entre l'idée et l'action, il y a toujours 6 mois, 1 an. Ce cycle, je l'ai déjà vu sur 2-3 acteurs. Alors, ils ne le font pas sur tous les flux, hein, mais ils commencent finalement à aller récupérer des flux qui étaient externalisés vers eux. Et ça leur permet aussi de pouvoir repositionner les personnes qui n'ont plus finalement de travail, de pouvoir leur redonner du taf aussi au sein des équipes. J'ai répondu à ta question ou pas? Ouais. Finalement, c'est quoi le moment idéal pour mettre en place des process? Parce que par exemple, moi dans ma structure actuellement, on a quand même bien grossi. Et là, mettre des process, c'est compliqué parce qu'on a tous pris des mauvaises habitudes, on a des infos qui partent un peu dans tous les sens, qui sont difficiles à récupérer. Et je sais pas, peut-être pour pas reproduire ça, à quel moment c'est le moment de se dire, voilà, on va mettre des process en place et ça va être assez variable en fonction des structures. Je ne sais pas si on peut parler de paliers. Quand j'entends 1000 factures clients, alors je ne sais pas comment elles sont faites, mais si elles sont faites sur Excel, déjà, moi je trouve que ça fait déjà trop. Tout dépend finalement les outils que tu vas avoir. Moi, je serais plutôt sur des indicateurs personnels, c'est-à-dire la sensation. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu en as marre de passer tes soirées, tes week-ends, etc., à faire du transactionnel, à pas être finalement dans le cœur de ton métier, je pense que c'est le bon moment de se dire, je me prends une semaine, je revois tous les processus et je fais tout en une semaine. C'est-à-dire que voilà, une semaine, 3 jours, enfin le temps que tu peux accorder à ça. Je prends ce temps-là, je réfléchis, je me pose et c'est un premier jalon et je structure comme ça. Je ne sais pas si dans vos activités vous avez des temps morts. S'il y a des temps morts, profitez-en pour le faire. Je ne sais pas s'il y a des temps morts. Est-ce que non, c'est ça. Après un financement, est-ce qu'il n'y a pas un temps mort ou est-ce que vous repartez tout de suite? Ça dépend des structures finalement. Le transactionnel chez nous, ça prend un temps fou, quoi. C'est vrai? On fait du e-commerce, du coup on achète des choses, donc on a beaucoup de marques, beaucoup de fournisseurs à traiter, avec des sujets avec notre entrepôt, et du coup finalement le transactionnel ça prend énormément de place. Et là, par exemple, on a fait un recrutement, là maintenant on est 4, le recrutement on a 2 personnes qui sont uniquement 100% sur du transactionnel et moi ça va me permettre d'en faire un peu moins parce que dans les moments de rush je suis obligée d'y retourner, quoi. Mais peut-être qu'avec cette personne supplémentaire que j'ai mis 1 an à avoir, ça va me permettre effectivement de mettre en place des process. Mais il faut avoir le temps, je pense. Ouais. Quand je parle de process, qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire forcément d'avoir un truc super nickel tout de suite. Mais c'est justement réfléchir à ce que je mets en place pour avoir le minimum, c'est-à-dire pour sécuriser la partie finance, pour sécuriser l'information que je remonte à ma gouvernance, à mes investisseurs, etc. Quand je t'entends parler, ça me fait penser à un autre exemple où ils étaient partis sur essayer de pister l'ensemble des flux entre le stock, la compta, etc. Maintenant, en fait, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. On se focalise. Ouais, si tu veux finalement être dans le même rythme que ta boîte, il faut que justement tu t'adaptes que tu t'adaptes au fur et à mesure. Donc ça veut dire que finalement ton organisation, elle peut évoluer tout au long de l'évolution de la startup. Et ça peut se faire sur des périodes, sur des cycles de 6 mois par exemple. Mais ça, c'est justement finalement la force de l'agilité des petites boîtes, c'est de se dire je suis capable finalement de me reposer les bonnes questions tout le temps et d'être dans ce cycle continu d'amélioration continue. Donc le bon critère pour moi, c'est à partir du moment où toi ou quelqu'un de ton équipe en a marre, à mon sens, c'est le bon moment pour se dire on s'arrête, on réfléchit, on essaie de voir comment on peut faire différemment. En utilisant le levier processus ou le levier outil.
Et au niveau de quand tu t'organises comme ça, est-ce que tu travailles aussi avec l'équipe métier qui est à la plateforme de e-commerce, etc. ou Plus avec la data. Ouais. Et sur le suivi des flux, est-ce que tu peux utiliser finalement leur data, bien ouais. sûr, on peut se servir de toutes ces infos-là. Après, c'est à nous de demander, des requêtes qui vont bien. Et après, les infos sont pas forcément. Voilà, c'est ça en fait. Comme on n'a jamais mis vraiment même de process au niveau par exemple, data, et ben il y a des choses qui, après nous, quand on les récupère en finance, on se rend compte que alors, par exemple, 1 plus 1 égale 3, finalement, il y a des problèmes au niveau de la data et après quelques années, c'est compliqué de remettre là, c'est des processus, c'est pas seulement au niveau comptable, c'est même au niveau de la boîte entière, quoi. Comme ça, en fait, on s'aperçoit qu'on arrive au commerce à chaque fois. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de mon entreprise, et puis j'ai une expérience de mise en place de RP dans les entreprises, donc sur les processus globaux. En fait, la date se retrouve en bout de chaîne. Il subit l'information. Et quand on remonte toute la chaîne, on s'aperçoit que la problématique vient même des devis que font les commerciaux. Et que l'information de base pourrait être portée là, surtout quand on a un catalogue de produits. On sait très bien identifier dans quel compte comptable doit on mettre le produit, s'il est vendu en France ou à l'étranger, ça a des côtés différents. Tout pourrait être à la source. Et donc en fait, faut pas se focaliser pour moi, faut pas se focaliser sur la fin, faut se focaliser sur le début de la chaîne. Oui, c'est du coup ce qu'on est obligé de faire parce que finalement, un peu nous-mêmes, on peut pas régler le problème. En fait, finalement, on est obligé de remonter jusqu'à la data de base et demander à faire des modifs. C'est sur les clients importants. Si jamais vous avez des clients importants sur lesquels vous avez justement beaucoup de flux, beaucoup de volume, ça peut même être intéressant d'aller les voir physiquement et de négocier avec eux la façon de faire les devis, la façon de faire les bons de commande, etc. Moi j'ai l'exemple d'une start-up là, qui a mis en place un ERP avec une quantité d'articles, un référentiel articles assez important, assez volumineux. Et au bout de 6 mois, elle s'est rendue compte finalement qu'elle n'arrivait pas à stabiliser dans le sens où les écarts entre les devis, la facturation, il y avait des allers-retours qui étaient incessants avec je sais pas, une dizaine de clients. Et en fait, tout s'est délié à partir du moment où le DAF a pris son petit cartable, a été voir les 10 clients principaux en disant écoutez, nous ça marche plus, quoi. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à s'organiser, etc. Et je suis d'accord avec toi, en fait. L'objectif, c'était après de mettre en relation le commercial côté start-up et le commercial côté client. Et oui, c'est primordial, ça. Oui, puis il faut pas non plus s'évertuer à nettoyer la data. Il vaut mieux marquer une rupture et repartir un truc propre, plutôt que de s'évertuer à vouloir nettoyer, sinon on rentre dans un cercle où le travail quotidien devient le nettoyage de la donnée. Ouais. Quand on fait de la data quality, en fait, on est soit en préventif, c'est-à-dire que j'anticipe le fait que le temps que je vais passer va me permettre de nettoyer de la data future. Puis après, il y a toute la partie corrective. Et la partie corrective, c'est vrai que faut pas se faire plaisir, quoi. Si ça sert à rien à court terme par rapport à votre activité, alors c'est facile à dire, c'est un peu ironique ce que je dis, mais souvent, des fois, on se dit, j'ai passé 2-3 heures sur un truc. Est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée? Alors c'est pas à votre niveau, mais ça peut faire partie des tâches inutiles de vos comptables, quoi. Je trouve qu'il faut avoir une approche d'auditeur. Moi, je suis ancien auditeur, je pense qu'on est pas mal d'autres aussi, mais de se concentrer sur l'essentiel parce qu'on n'a jamais le temps. Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que notre quotidien est bouffé. Il peut être bouffé hyper facilement par plein de choses. Moi, je trouve qu'il faut essayer justement de se focaliser sur qu'est-ce qu'il y a de plus risqué. L'essentiel aujourd'hui, je me libère du temps pour l'améliorer petit à petit, mais essayer de fonctionner par niveau de risque et par erreur potentielle, et d'avancer petit à petit. Et les process, je trouve que ça se met en place aussi petit à petit, et que de toute façon, comme on grossit, les process d'aujourd'hui sont pas ceux dans 3 mois. Donc, moi en tout cas, c'est le parti que j'ai pris de ne pas me dire allez, je mets des process hyper carrés en place aujourd'hui, parce que je sais que dans 6 mois, a priori, ce ne sera pas du tout la même chose, l'équipe financière aura peut-être doublé, donc il y aura des gens qui pourront approuver. Je trouve que ça évolue tellement qu'il faut plus essayer de s'adapter en fonction du besoin réel, que ce soit des fondateurs ou... Je suis assez d'accord. C'est une approche que, oui, naturellement,
vous avez tous en tant que DAF, c'est-à-dire prioriser les risques. Après, le seul inconvénient que je vois, moi, c'est sur la partie fiscale. C'est que souvent, en ayant une approche par les risques et en se focalisant finalement sur l'essentiel, on ne va pas voir la micro connerie, quoi. Et la micro connerie, au quotidien, au bout d'1 ou 2 ans, ça peut se transformer en quelque chose, en une anomalie avec un impact important, quoi. Et notamment sur les sujets TVA. Enfin, le nombre de fois où on nous appelle pour les sujets de TVA, c'est une facture, une TVA déductible, on la déduit tout de suite, on collecte avec un peu de décalage et ainsi de suite, et puis à un moment donné on s'aperçoit que ça marche plus, quoi. Donc l'approche par les risques, oui, je suis d'accord. À un moment donné, si jamais tu veux monter en puissance, de toute façon tu vas être obligé de passer par l'étape process. Enfin, tu vois, si on reste dans cette dynamique-là. Je suis d'accord. Après, moi, c'est vrai que d'abord, je vais staffer, et puis une fois que je pourrais déléguer un peu plus Je pense que c'est la bonne approche, ouais. de travail un petit peu moins valorisant, je pourrais peut-être me focaliser sur les process et sur la mise en place d'un ERP qui permet de structurer en tout cas le travail, en tout cas la direction financière. Après, le gros cataclysme tel que tu le mentionnes joue aussi souvent le rôle d'électrochoc. C'est-à-dire que la finance en faire l'oiseau de mauvais augure, donc ça m'est arrivé dans d'autres structures et récemment dans la mienne, c'est que en expliquant juste que là, il y a soit le gros mur est déjà arrivé, soit il est juste à côté et que ça met à risque l'organisation. Parce qu'au final, problème de cash, problème légal, tout ça peut souvent toucher au légal, donc ça met à risque l'organisation. Alors, c'est moche, on n'est pas là pour menacer nos fondateurs ou d'autres choses, mais juste les mettre face au fait accompli et de leur dire qu'il y a un risque, que le risque il est tout près et que ça nécessite une organisation plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que, en l'expérience, là tout ça l'a expliqué parce que ça a mis des tranchants. Mais le côté un peu, pas menace, mais le côté un peu, on va dans le mur si on continue comme ça marche généralement. Ouais. Ça marche assez bien parce que, encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, le côté quand on se rend compte que ça fait 2 ans que le truc est merdique, on met un couvert, on fait un write-off et je caricature, mais le truc c'est qu'à côté de ça, moi je l'ai vécu dans une autre boîte, à côté de ça tu as l'auditeur qui arrive 6 mois, 1 an après, et tu lui donnes le sentiment qu'en fait il n'est pas du tout en contrôle. Et donc l'auditeur il se dit, en fait il a juste passé une écriture comme ça, donc du coup l'auditeur, parce que c'est son métier, il va être curieux, il va dire mais s'il n'est pas en contrôle là-dessus, il était pas aussi en contrôle là-dessus, et là ça va se retourner contre toi, versus un cleaning qui montre que tu as pris le temps, alors c'est du temps pénible, c'est du temps horrible, pas envie de le faire, mais versus un cleaning qui montre plus je suis en contrôle, versus un auditeur, et après derrière versus un audit financier s'il y a une levée de fonds, versus ce genre de... Je suis entièrement d'accord. Vraiment l'idée c'est pas de dire de cacher quelque chose, ou en tout cas de le mettre de côté et que ça puisse me péter la gueule plus tard, mais c'est vraiment de me dire ok, je ne peux pas de toute façon tout faire. Je sais quand je suis arrivé on était 2 et c'est juste qu'à un moment où il faut juste être réaliste et se dire je pourrais travailler 20 heures par jour, je ferais soit des conneries, soit de toute façon j'arriverai pas à tout faire. Donc c'est juste d'essayer d'aller à l'essentiel tout en... moi j'ai été hyper transparent quand je suis arrivé, et puis, un mois après il y avait l'audit de l'année, hyper transparent, de toute façon j'avais tout intérêt à l'être à mon arrivée. J'avais été hyper transparent et expliquer, voilà, ça pour moi il y a un vrai risque là-dessus, et d'en discuter, et voilà, plus d'utiliser l'auditeur comme un conseiller que plus comme quelqu'un qui va venir me taper sur les doigts pour que lui m'aide aussi à avancer. C'est juste qu'en fait je me dis de toute façon j'arriverai pas à tout faire. Donc à partir de ce constat-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à essayer de boucher les trous à droite et à gauche? Moi je vais me focaliser sur le truc important. Le truc important pour moi c'est de dire j'ai besoin d'une équipe plus conséquente pour justement me libérer du temps et ensuite me mettre sur du process, de la mise en place de RP, changer le système de facturation, enfin voilà, après tous les projets qui sont propres à chaque business. Et c'est vrai que j'ai dû fonctionner comme ça. Après, si tu trouves un auditeur qui te conseille. Ça existe. Moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais après, sur la partie, juste pour rebondir sur la partie process, donc moi, ma boîte vient d'être achetée par la Poste. Donc, j'ai l'audit interne de la Poste qui est venu pendant 3 semaines. Et
process, prendre en manger, en veux-tu, en voilà. Le sujet qui est un petit peu compliqué, et encore une fois, avec le recul, je me rends compte encore une fois que j'aurais dû le faire plus tôt, et qu'on veut toujours faire les choses plus tôt, et que vraiment ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup en termes de productivité, en termes de contrôle, en termes De sérénité, stress. hein. De sérénité. stress, ouais, parce qu'on a le sentiment qu'on contrôle vraiment les choses. Le sujet, mais qui est un sujet qui est plus un sujet générationnel, c'est-à-dire que la plupart des gens dans notre boîte viennent aussi parce qu'ils ne veulent pas de process. Ils viennent aussi parce qu'ils veulent garder cette créativité, et nous, c'est un mi-chemin entre on le veut leur laisser la créativité, peut-être pas dans les équipes comptables et finances, mais dans les autres équipes, que les gens viennent en start-up ou viennent en PME pour justement laisser libre cours à leur imagination, aller un peu à droite à gauche, etc. Et ils ont le sentiment que des process, ça va les brider. Et donc ils vont se dire, en fait, je vais retrouver ce que j'ai quitté dans une autre boîte, dans une grosse boîte avant, soit ce que je voulais éviter en rentrant dans une petite boîte. Et c'est là, je trouve que pour le coup, c'est les outils qui doivent prendre le relais. C'est-à-dire que d'avoir le bon outil, ça, plutôt que d'avoir une double signature sur un papier, parce que un process un petit peu vraiment formalisé, etc., de manière très soviétique, quoi. S'il n'y a pas le bon outil derrière, je trouve que d'avoir ces outils, et de trouver le bon outil, le RP est un bon exemple, de trouver le bon outil, c'est plus simple dans une population qui est plus jeune, plus apte à aller vers des outils. Donc on aura plus l'adhérence des équipes en leur portant un petit truc qu'on a pris dans le cloud à $30 par mois pour faire de la validation de PIO, plutôt qu'un ERP massif où ils vont voir des trucs en noir et blanc, ils ne vont rien comprendre, et je trouve que là pour le coup c'est vachement plus simple. Notamment quand ça implique d'autres départements. Après, la comptabilité et les finances, c'est des gens qui sont câblés pour faire ces choses-là, qui sont plus réceptifs. Dès que ça touche le commercial, le marketing, l'opération, des gens qui sont venus pour ça, qui sont venus justement pour ne pas avoir ça, leur donner le bon outil, quitte à le designer soi-même ou à le rendre un peu plus sexy soi-même, je trouve que ça apporte vachement plus dans l'adhérence et dans la conduite du champ. C'est certain. Puis après, je pense qu'il faut être réaliste aussi sur les tours de financement. Hein. Plus on avance et plus c'est sérieux, quoi. Les due financières, on a tout à gagner en fait, à avoir construit les choses au fur et à mesure et à pas laver plus blanc que blanc 2 jours avant. Parce qu'en fait, c'est pas que ça passera pas, c'est que au début, l'équipe, l'idée, ça suffit quoi, sur les premiers temps. Et après, l'arbitrage en termes d'investissement, il va se faire aussi sur les gars en face de moi, là, ils ont quand même pris le temps de se poser un peu et de penser un cran plus loin de j'ai des trucs à traiter aujourd'hui. Et c'est juste après, voilà, il faut que ce soit c'est bénéfique évidemment. Et je reviens sur le sujet de la sérénité, c'est aussi super important. Et ça se construit au fur et à mesure. Moi aujourd'hui, je vois, c'est assez marrant, il y a des boîtes voilà, qui prennent leur envol, ça marche bien, et puis on commence à penser presque, voilà, on a fait un tour, on a fait 2 tours, on a bouclé le 3e. L'étape d'après, c'est peut-être l'intro en bourse. Et on tombe sur des directions financières où en fait la personne elle a été celle sur la tête de qui tout est tombé pendant des mois et des années et qui s'est jamais posée en disant faut que je m'organise. Et donc en fait cette personne on lui dit bon bah là ça va pas le faire. Voilà. Et donc c'est aussi sur le développement voilà, de soi, de sa fonction et de prendre les choses en charge et de faire avancer les sujets. Mais ouais, la sérénité, là et plus tard, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, ce qui sort, c'est pas n'importe quoi, c'est pas mal quand même, ça aide. Ça transpire vis-à-vis du tiers aussi, ça transpire en rendez-vous. Clairement, ça se voit, hein. Ça se voit, hein. Quand c'est de briques et de broc, ça se voit, c'est clair. Hein. Un bon indicateur, c'est le nombre de fournisseurs qui appellent directement les fondateurs, hein. Par exemple. Mais tu vois, là on se dit qu'il faut faire quelque chose sur le processus, quoi. Ou par rapport à un outil, hein, mais ça c'est des indicateurs forts.